Bienvenue à cette conférence. C'est une conférence qui est organisée donc, par le CODEV, le Conseil de développement. C'est une assemblée de démocratie participative à l'échelle de Toulouse Métropole, qui est constituée donc, de 240 citoyennes et citoyens bénévoles qui se regroupent pour discuter et donner leur avis sur les politiques métropolitaines. Et en parallèle de ça, on organise beaucoup de conférences. Et ce soir, donc, c'est une conférence qui fait partie d'un cycle de conférences sur les transitions écologiques et sociales. C'est la 10e conférence de ce cycle. Vous avez vu à l'entrée, il y a un petit livret. C'est le tome 1 du livret qui récapitule les 6 premières conférences du cycle de conférences. Donc il y aura un tome 2 qui sortira avec les dernières conférences de ce cycle-là. Voilà, donc ce soir on a la chance d'avoir Bruno Revelli qui va nous faire une conférence sur les mobilités. Donc, merci d'être là avec nous. Voilà, et puis on aura encore 2 dernières conférences qui auront lieu, une en novembre et une en décembre. Voilà, celle de novembre, ce sera donc, le mercredi 26 novembre au soir sur la philosophie du soin, enfin la démocratie du soin. Voilà, vous pourrez avoir les informations sur nos réseaux sociaux ou si vous êtes inscrite sur nos listes de diffusion. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Tac. Bonsoir à tous. Bon, vous me dites pour le micro si ça fonctionne bien, si je parle trop fort ou pas. Je suis Bruno Revelli, maître de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Je remercie le CODEV de m'avoir invité pour évoquer cette question des transitions dans le domaine des mobilités. Alors c'est vrai que mes recherches portent sur la question des transports. En ce moment, pas forcément sur les questions de mobilité métropolitaine, puisque je me concentre plus sur les questions de politique régionale, mais qui peuvent être en interaction avec. Sur les questions de l'altermobilité à la voiture en milieu rural et sur les mobilités à longue distance, notamment l'action des trains de nuit et de l'aviation. Pour autant, dans le cadre des cours que je donne au sein du Master Transmob, donc à l'Université Jean Jaurès, je me dois de me tenir à peu près à jour sur ces questions-là. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants parfois que j'ai en ce moment, que j'ai eu. Je m'excuse auprès d'eux pour les éléments de répétition qu'il va y avoir avec des cours que j'ai déjà pu leur donner. Donc, première chose, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par la transition des mobilités ? Je ne vais pas passer très longtemps sur cette définition-là. La transition, c'est un changement radical entre 2 états qui implique une certaine progressivité. Moi, je vais m'arrêter à cette définition-là. Je sais que vous avez eu une conférence entière sur ces questions-là. Donc, dans le domaine des mobilités, pourquoi cette transition est nécessaire ? C'est parce qu'on a un impact sur le climat, mais aussi plus largement sur l'environnement, qui est particulièrement important. On va le voir notamment dans un premier temps. On va pas seulement évoquer cette lourde responsabilité environnementale des mobilités, on va aussi évoquer les leviers, parce que sinon la conférence va être un peu plombante, parce que les impacts sont quand même très importants et les progrès qu'on fait ne sont pas si rapides que ça. Et on finira donc par mettre en perspective des chiffres au niveau de la métropole toulousaine pour finir cette conférence. Alors, l'angle adopté est plutôt celui de la mobilité, ce qui implique une nuance avec les transports. Si j'avais fait une conférence sur les transports, je parlerais beaucoup de kilomètres d'infrastructures à construire, de nombre de véhicules qui vont circuler sur les routes, sur les rails. La mobilité, on va plutôt mettre la focale sur les pratiques des individus, et notamment dans le Grand 3, sur la métropole toulousaine en perspective, on va surtout l'aborder à travers les pratiques individuelles et leurs évolutions sur les dernières années. Mettre la focale sur les mobilités, c'est aussi se dire tout de suite que la question des transitions, elle n'est pas simple, puisqu'elle est directement liée à nos modes de vie. Et donc, ça va impliquer énormément de résistance au moment d'opérer ces changements qui touchent à la quotidienneté de tout un chacun.
Donc cette transition des mobilités, elle est à considérer ici comme un projet de société pour aller vers des mobilités qui ont un impact, à la fois un impact carbone et un impact sur l'environnement en général, qui est moins important que ce qu'on connaît aujourd'hui et que ce qu'on connaissait hier. Donc on va commencer par voir pourquoi on est sur un secteur à investir en priorité, et on va commencer avec un enjeu à l'échelle mondiale qui est celui du changement climatique, en s'intéressant à l'impact carbone du secteur des transports. Donc j'ai dit qu'il y avait une nuance, mais bien sûr la question des transports, c'est le support des mobilités, donc on est obligé de l'évoquer. Alors ici, le secteur des transports, il est représenté en rouge, et on voit que sur la situation de 2003, on est sur le secteur dans les émissions en France qui est le plus important, avec donc 34% des émissions. C'est un chiffre qui augmente régulièrement chaque année. La première fois que je faisais mes cours, il y a une dizaine d'années, on était à 29%, là on est à 34%. On voit que c'est le seul secteur qui augmente autant en part d'émissions, ce qui ne veut pas dire qu'en quantité totale d'émissions, il y a une augmentation. En fait, on est sur quelque chose maintenant qui a tendance à baisser légèrement chaque année. On est revenu en fait au niveau d'émissions des années 90, avec un pic qui s'est produit à peu près au milieu des années 2000. Mais comme tous les autres secteurs ont beaucoup baissé, ben forcément, la part du secteur des transports a augmenté dans ces graphiques. C'est important de refaire le point sur ces ordres de grandeur parce qu'il y a différents chiffres qui peuvent circuler, avec notamment une première confusion qui peut avoir lieu entre les émissions de gaz à effet de serre et équivalent, c'est le petit CO2E, c'est le E que vous trouvez après CO2. Si je vous avais donné les chiffres juste des émissions de CO2, on sera à 44% pour le secteur des transports. Donc si on veut exagérer, on va dire, la responsabilité des transports dans le changement climatique, on va utiliser le chiffre en CO2, 44%. Et si on veut vraiment mesurer l'impact sur le changement climatique, on va ajouter au CO2 d'autres gaz qui participent au changement climatique et au réchauffement, qui sont par exemple le méthane, les hydrofluocarbures, et le troisième, je n'ai pas arrivé à le faire de tête. Je crois que c'est les protoxydes d'azote. Donc ils ont aussi un pouvoir réchauffant non négligeable et qu'on prend dans le CO2. Si on regarde maintenant à l'intérieur du secteur des transports, qui est responsable de ces émissions, et c'est peut-être le domaine sur lequel on a le plus de désinformation ou de malinformation, on est sur une responsabilité qui incombe principalement au secteur routier. On voit que c'est 92% en fait, des émissions du secteur des transports en France qui sont liées au secteur routier. Et la voiture particulière, donc ce qui touche au quotidien quand même de nombreuses personnes, c'est plus de la moitié de ces émissions-là. C'est important de le dire puisqu'on a de plus en plus d'informations qui circulent pour essayer de relativiser cette responsabilité liée à ces mobilités en voiture, en disant que le secteur aérien, le secteur maritime sont les principaux responsables. On voit ici que c'est beaucoup à relativiser. Dans le secteur routier, peut-être une autre information, la voiture particulière, c'est que les émissions de la voiture particulière ont plutôt tendance à stagner. Ce qui augmente beaucoup, c'est les poids lourds, plus 11%, et c'est surtout les véhicules utilitaires légers. On est à plus 35% des émissions de cette catégorie de véhicules depuis les années 90. Donc c'est aujourd'hui un des secteurs qui est le plus problématique et qui est en fait quasiment pas médiatisé, où on a très peu de solutions à proposer, et donc qu'il faut bien avoir en tête. Donc quand on voit ces chiffres, on se dit que finalement le transport aérien, on en parle beaucoup, mais ça pèse relativement peu dans les émissions globales. Donc deux éléments à apporter pour nuancer ce constat-là. Ces chiffres, ce sont uniquement les mobilités à l'intérieur des frontières nationales, donc il n'y a pas les vols internationaux qui sont pris en compte. Si on prenait en compte les vols internationaux, ça monterait à 15%, même s'il y a débat selon qu'on prend en compte ou pas les traînées de condensation, mais je ne rentre pas dans ces points de détail.
qui est important à prendre en compte quand on est dans la transition des mobilités, c'est d'essayer de mesurer l'impact carbone et l'impact sur l'environnement à l'aune des services qui sont rendus aussi par ces différents modes de transport. Donc pour les transports de voyageurs, par exemple, on va regarder combien de personnes vont être transportées par kilomètre pour combien de grammes émises. C'est ce qu'on va voir ici. C'est donc les grammes de CO2 par passager et par kilomètre transporté qu'on va regarder pour justement se dire que l'avion, vous l'avez tout à droite ici, quand on regarde les émissions par rapport au nombre de voyageurs, on se rend compte que le poids est en fait assez colossal. Chaque kilomètre parcouru par une personne en avion, ça émet donc environ 250 grammes de CO2. Ces chiffres-là, ils prennent en compte le taux de remplissage des véhicules. Forcément, puisqu'on ramène aux passagers. Donc, c'est des taux de remplissage moyens. C'est des chiffres qui sont donnés par la base empreinte carbone. S'il y en a qui ont déjà fait des ateliers 2 tonnes, souvent c'est les chiffres de référence qu'on utilise, avec des taux d'occupation qui peuvent varier selon qu'on prend l'avion court courrier ou long courrier, et selon les différents types de trains qu'on va avoir. Les chiffres pour la voiture ici sont donnés pour un seul passager, sachant que le taux d'occupation moyen, c'est plutôt de 1,36. Donc si on voulait faire en moyenne, on le baisserait. Et si on veut avoir l'impact du covoiturage, si on est 3 personnes dans la voiture, il suffit de diviser par 3 les chiffres qui sont affichés ici. Ces chiffres de l'ADEME, ils prennent donc en compte l'usage, mais aussi la fabrication des véhicules, donc le cycle de vie des véhicules. Et bon, c'est très important, notamment quand on veut comparer la voiture thermique et la voiture électrique. J'ai perdu la souris. On voit que ça relativise en partie l'intérêt du véhicule électrique, même si c'est des données sur lesquelles on peut voir des variations importantes, puisque on a des chiffres qui vont nous dire que l'intérêt de la voiture électrique par rapport au véhicule thermique à l'échelle du cycle de vie, c'est de 2 à 5 fois plus intéressant. Donc quand on fait le bilan, même en prenant la fabrication, ça reste en moyenne plus intéressant de se déplacer en voiture électrique. Mais on voit donc que c'est 85% de la production. Oui. Est-ce qu'on aura le support à la fin ? Oui, de toute façon c'est filmé aussi, donc je pense que ce sera filmé avec la présentation, donc c'est possible. Oui. Voilà, donc une responsabilité importante, mais surtout ça c'est des moyennes, donc selon les véhicules, tout peut augmenter ou être relativisé. Il va y avoir beaucoup d'écarts selon que le déplacement en TER, il va se faire avec un train diesel ou un train électrique, par exemple. Pour les marchandises, je ne vous ai pas mis les chiffres ici, parce que je vais quand même surtout me concentrer sur les voyageurs, mais c'est la même chose. Ce qu'il faut potentiellement regarder, ça va être le nombre de grammes de CO2 émises à la tonne transportée, pour pouvoir aussi mieux comparer les émissions de chaque secteur. Quand on fait ça, notamment le transport maritime devient particulièrement intéressant avec des émissions qui sont très faibles. Bon, il y a de tels volumes de marchandises qui sont transportés que ça reste relativement important. Alors, deuxième point, on s'intéresse à d'autres substances émises par le secteur des transports, autres donc que le CO2, le CO2e. C'est des enjeux qui vont mobiliser de plus en plus en termes de politique publique, puisque cette fois, on ne va pas parler de pollution atmosphérique, enfin, on va parler surtout de pollution de l'air. L'impact, c'est plus un impact qui est global, finalement assez indirect, c'est un impact qui va être plus local, régional quand même, parce quand il y a des pics de pollution, ça touche quand même des périmètres très étendus. Et derrière ça, on va avoir un enjeu de santé publique. Donc quelque chose qui va être parfois aussi plus mobilisateur en termes d'action, alors que le changement climatique, ça peut paraître lointain, indirect. Dans la question de la qualité de l'air, le secteur des transports est aussi important, mais sa responsabilité est à relativiser selon les émissions. On ne va pas passer tous les types d'émissions en revue.
peut-être celle qu'on regarde principalement, celle qui est la plus problématique pour les transports, c'est les oxydes d'azote, que j'ai mis ici en rouge, donc c'est les NOx. Où le secteur des transports, c'est quasiment 50% des émissions. On est sur un gaz qui va provoquer des problèmes de santé, surtout au niveau pulmonaire et respiratoire, et qui, combiné à un fort ensoleillement et de la chaleur, donc quand il y a du rayonnement ultraviolet, va produire de l'ozone, et donc des pics de pollution à l'ozone. C'est ce gaz-là qui est transformé dans cette situation. Les deuxièmes rejets qui sont problématiques dans le secteur des transports, c'est les particules fines. Donc il y a plusieurs types de particules fines, avec des chiffres qui correspondent au degré de finesse de la particule. Une particule 1.0, c'est plus fin qu'une particule 10. On voit que le secteur des transports, c'est que 10% des émissions de ces particules, puisqu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte, le chauffage, etc. Ça n'en reste pas moins important. C'est quand même quelque chose qui baisse de façon assez rapide. Depuis les années 90, on a réussi à diviser par 5 le taux des particules fines dans l'air pour le secteur des transports, mais on a beaucoup moins baissé le taux des particules ultra fines. C'est le problème des filtres à particules, c'est qu'on a tendance à réduire encore plus les particules qui sont émises. Bon, là aussi, les problèmes, c'est des problèmes sur la santé, des problèmes pulmonaires, respiratoires, mais aussi dans le sang, avec des particules qui pénètrent dans le sang. Et bon, tous les autres, donc là, juste on retrouve les gaz à effet de serre, avec le 34% et le 44% que je vous ai expliqué. Tous les autres sont aussi problématiques, et ce que montrent les organismes de protection de la santé, comme l'OMS, c'est que c'est notamment aussi l'effet cocktail de tous ces rejets qui est très nocif pour la santé, avec aussi des problèmes de cancer qui vont être beaucoup plus fréquents quand on est exposé à ces émissions-là. Les derniers chiffres de l'OMS, ils nous donnent 14% des décès dans le monde qui sont liés à la pollution de l'air. Donc encore une fois, tout n'est pas lié au secteur des transports, mais il y a quand même une partie relativement importante. Donc voilà, je vous avais dit que c'était un peu plombant, cette première partie de présentation. Mais bon, j'ai dit que les particules fines, ça a baissé d'un facteur 5 depuis 90. Les oxydes d'azote aussi, ça a tendance à baisser. On a divisé par 2 les oxydes d'azote dans le secteur des transports depuis les années 90. Sur les dernières années, c'est principalement lié au fait qu'on a de moins en moins de véhicules diesel en circulation. Bon, derniers éléments, oui c'est ça. Derniers éléments pour qualifier un peu les impacts sur l'environnement du secteur des transports. Bon, en fait, il y en a plein, mais je ne vais pas tous les développer. J'en ai mis ici qu'un seul, les nuisances sonores par exemple. En gros, on estime que 2/3 des nuisances sonores qu'on subit, en ville ou ailleurs, sont liées au secteur des transports, avec le secteur routier qui est aussi très important. Et l'ADEME s'est proposé de mesurer le coût social du bruit en France et était arrivé par an à un montant de 147 milliards d'euros, qui prenait en compte énormément de choses. Ça prenait en compte les arrêts maladie, la perte de productivité au travail, la dépréciation immobilière des biens, donc pour arriver à ce montant-là. Parmi tous les autres problématiques qui sont posées par les transports, on peut penser à l'étalement urbain. C'est parce qu'on a développé la voiture de façon individuelle qu'on a pu autant s'éloigner du cœur des villes et augmenter les kilomètres parcourus. Les effets de coupure qui vont avec, qui font qu'à mesure qu'on développe le système automobile, les alternatives deviennent moins efficaces. On oblige à faire des détours, on est à pied, à vélo. Les enjeux d'insécurité routière, par exemple, aussi peuvent être rajoutés. Donc toutes ces nuisances, finalement, il y en a énormément qui sont liées au système automobile. Il faut bien penser ces nuisances aussi comme un effet système. C'est-à-dire quand on dit qu'il faut réduire les déplacements en voiture, alors personne n'a dit que c'était facile et c'est plus ou moins facile selon où on vit, les revenus qu'on a, le milieu dans lequel on travaille. Ce n'est pas seulement pour des questions de changement climatique,
c'est aussi pour des enjeux de santé publique, de qualité de vie. Et donc ça touche à une très grande, un domaine finalement très large. Donc on a évoqué les problématiques en mettant un peu au centre de la question, surtout quand on est dans une problématique métropolitaine, urbaine, la question de l'utilisation de la voiture, en voyant aussi que certes la voiture électrique va permettre de résoudre une partie des problématiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'émissions de polluants, en termes de santé publique, mais pour autant, elle ne va pas tout résoudre, elle ne va pas résoudre les problèmes d'étalement, de congestion. Elle pose quand même des problématiques en termes de qualité de l'air, puisque les particules fines, ça va être produit par les systèmes de freinage aussi, par exemple. Donc, ces questions-là demeurent. Alors, quel levier pour faire face à cet impact, ces impacts qui peuvent paraître un peu écrasants? Mais c'est ce qu'on va discuter dans cette deuxième partie. Alors, vous voyez, à chaque fois, j'ai pris des illustrations un peu dans la périphérie métropolitaine, puisque, voilà, à mon sens, c'est là que se situent aussi les enjeux, mais j'aurai l'occasion de le redire. Alors, c'est vrai que ces leviers, ils sont objets de controverses. On va les décliner par la suite, avec notamment des secteurs industriels qui vont pousser pour des solutions technologiques, avant tout, à ces problématiques-là, qui vont souvent avoir des relais auprès des décideurs politiques, et qui vont avoir tendance à reléguer les solutions de sobriété au second plan, notamment dans le financement de cette transition. Alors ces leviers, on les classe généralement en 5 catégories. Et là, je reprends les travaux d'Aurélien Bigot. Ceux qui connaissent déjà ces questions, ils l'ont peut-être déjà croisé. Il a fait sa thèse sur la question des transitions dans le secteur des transports en 2020, il me semble, et ces travaux font référence, sont repris par l'ADEME, sont repris par tous les organismes officiels. Alors, il y a donc 5 leviers. Le premier, c'est diminuer les besoins de mobilité, donc tout simplement réduire les kilomètres qu'on parcourt tous les jours. Dans ce levier-là, il y a plein de moyens de réduire ces mobilités. Il y a un moyen qui politiquement est parfois difficile à défendre, c'est simplement une forme de décroissance. Si l'activité économique baisse, si la population baisse, mécaniquement, on va baisser ces déplacements. Il y a le télétravail qui rentre dedans. Alors on sait qu'il y a des effets rebonds au fait de télétravailler, c'est-à-dire le jour qu'on va passer à ne pas se déplacer pour aller travailler, on va potentiellement faire d'autres déplacements qu'on n'aurait pas fait si on était allé travailler. On sait que des personnes qui télétravaillent au moins 2 jours par semaine vont avoir tendance, au bout de quelques années, à se relocaliser dans des endroits un peu plus éloignés de leur lieu de travail, ce qui fait que sur les 3 autres jours, ils vont faire plus de kilomètres. Mais sur la plupart des recherches qui ont été menées pour mesurer cet effet rebond, on estime que ça compense que 30% du gain réalisé par le télétravail. Donc le télétravail reste une bonne chose dans la transition des mobilités. Et celui peut-être qui m'intéresse le plus, puisque j'ai oublié de le dire, mais je suis de formation géographe et je travaille donc dans un master qui est un master d'aménagement, et bien c'est l'aménagement du territoire. Puisque si on arrive à mieux organiser le territoire, les villes, les endroits où on travaille, où on consomme, à refaire plus de proximité dans le quotidien, on va mécaniquement, pour répondre aux mêmes besoins, avoir moins de kilomètres à parcourir. Donc c'est un enjeu important, un enjeu très efficace, mais un enjeu qui a pensé sur le temps long. Le deuxième, qui est peut-être celui auquel on pense en premier, notamment quand je viens de terminer cette première partie, c'est le report modal. On garde le même nombre de kilomètres, mais cette fois on les fait avec un mode de transport qui a un impact carbone un peu moins important. Donc je ne m'étale pas trop dessus, l'idée c'est de passer potentiellement de la voiture au vélo, de la voiture au transport en commun, de l'avion au train, etc. Le troisième, on garde les kilomètres, on garde le même mode, mais on essaye de l'optimiser. Donc on le remplit mieux, que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises. Le quatrième, donc on était sur les 3 premiers leviers qui sont des leviers de sobriété.
Là, on arrive sur des leviers qui sont des leviers technologiques. Donc, on garde les kilomètres, on garde le véhicule, on garde le contenu du véhicule, mais on améliore la performance énergétique du véhicule. L'objectif, c'est d'avoir un véhicule plus léger, plus aérodynamique, avec un moteur par exemple qui va avoir un meilleur rendement. Le cinquième, qui est l'autre levier technologique et donc le dernier, on baisse l'intensité carbone de l'énergie utilisée. Donc on garde les kilomètres, on garde le mode de transport, le contenu, et en gros la forme générale du véhicule, c'est simplement l'énergie qu'on va utiliser pour la propulsion qui va être moins carbonée. Donc ça veut dire on arrive soit à électrifier par exemple cette énergie, ou on utilise des biocarburants qui permettent de faire baisser l'impact carbone du carburant qu'on utilise. Bon, sur le quatrième, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, malheureusement c'est pas trop la tendance qu'on prend, puisque un tiers des véhicules neufs qui sont vendus en France aujourd'hui sont des SUV, donc des 4x4 équivalents. On a tendance à augmenter le poids des véhicules en circulation. Sur le dernier, il y a aussi des limites qui peuvent être importantes. On l'a déjà dit sur l'électrification, la production des batteries, ça va aussi consommer des ressources, produire du CO2. La production de biocarburants, ça va poser des questions de limites en termes de consommation de terres agricoles et d'utilisation de la biomasse. Sachant que tous les secteurs misent sur le biocarburant, quand certains chercheurs font des projections en se disant mais si le maritime, l'aérien, l'automobile met en place les projets qui sont mis en avant pour le biocarburant, on va avoir vraiment un problème de ressources en termes de terres agricoles. Donc les leviers de sobriété, les leviers technologiques, et j'ai donc pris le parti de reprendre une échelle d'efficacité en considérant donc les leviers de sobriété étaient plus efficaces que les leviers technologiques. Donc j'ai dit que c'était une question controversée, et donc je vais m'en expliquer. Bon, il y a deux éléments pour moi dans la controverse sur lesquels on peut discuter sur l'efficacité de ces leviers. Le premier, c'est que les leviers de sobriété, on sait qu'ils fonctionnent. On n'est pas dans l'espoir de trouver une technologie qui va permettre d'améliorer les choses. On sait déjà que si demain on les met en place, on va améliorer le bilan carbone. Alors que les leviers énergétiques, il y a toute une partie des éléments qui sont mis en avant qui sont des promesses de progrès, d'électrification, de trouver un avion vert, etc. Le deuxième élément de controverse, qui va être plus en faveur donc, des deux derniers, c'est qu'on regarde sur le temps long, en fait, depuis 1960, comment ont évolué ces émissions dans le secteur des transports. Bon, la première chose, c'est qu'elles sont très corrélées à la demande. C'est que l'augmentation en proportion des émissions de CO2, c'est quasiment la même que l'augmentation des kilomètres parcourus. Donc si on agit sur la demande, a priori, ça va être très efficace. Donc ça, c'est quasiment incontestable. C'est le levier le plus efficace. Par contre, pour les autres, si on regarde depuis 1960, on se rend compte que le report modal il est plutôt allé dans le mauvais sens, et le remplissage des véhicules est aussi allé plutôt dans le mauvais sens. Et que sur ce temps long, si on regarde ce qui a permis de baisser un peu la facture du transport en termes d'émissions de CO2, c'est plutôt les améliorations en termes de rendement des moteurs, et donc des améliorations avant tout technologiques. C'est pas parce que ça a été le cas par le passé que ça va être le cas dans le futur. Et il y a aussi un effet rebond de ces baisses-là, c'est qu'à mesure qu'on accroît aussi le rendement énergétique des véhicules, on facilite leur usage parce qu'il devient moins coûteux de les utiliser au quotidien. Et même si individuellement on améliore les performances, et souvent ça va se traduire par une augmentation de l'usage. C'est aussi la problématique sur le secteur de l'aérien. Malgré tous les progrès qu'on peut faire à l'échelle de chaque avion pour baisser les émissions, si le trafic continue d'augmenter à la vitesse à laquelle il augmente, les progrès technologiques qu'on fera ne seront jamais assez importants pour compenser l'augmentation du trafic. Cette hiérarchie-là, elle est aussi reprise par de nombreux chercheurs sur la question, Aurélien Bigot notamment, Jean-Baptiste Frétini ou d'autres. Donc il y aurait des modes qui seraient quelque part plus vertueux que d'autres, d'abord parce qu'ils ont un impact carbone moins fort, on l'a vu dans la première partie, mais aussi parce qu'ils
ils s'adaptent mieux à un environnement urbain plus dense, et donc ils sont plus adaptés à des logiques de proximité, et donc ils participent ainsi au levier numéro 1. Donc Aurélien Bigot, je ne vous remets pas ces encadrés, mais je pourrais les donner après en biblio. Il a fait vraiment un point assez exhaustif dans sa thèse. Pour toutes les solutions de mobilité, il a essayé d'évaluer donc l'efficacité des mesures en prenant en compte les impacts directs, les externalités, les effets rebonds. Bon, ce qui ressortait, c'est que là où on avait le plus de certitude et là où on avait le plus d'efficacité en termes de politique, c'était sur les politiques qui permettent de promouvoir le vélo. C'est peu coûteux et c'est particulièrement efficace. Les deux autres leviers, qui sont des politiques plutôt modales aussi, c'est baisser l'usage de la voiture, baisser l'usage d'avion, si on prend un peu tout en compte. Pour autant, je ne voudrais pas que vous reteniez que les seuls éléments à activer sont des éléments en lien avec le secteur des transports. Comme je l'ai dit, les mobilités, c'est en lien avec les modes de vie qu'on va avoir, et donc c'est aussi beaucoup en lien avec l'urbanisme et et les besoins qu'on peut avoir dans son quotidien. Donc on a vu ces leviers-là, on a dit que c'était sujet à controverse, donc je me suis quelque part positionné un peu dans cette potentielle controverse. Quelles sont les politiques qui sont mises en place et comment se positionnent les pouvoirs publics pour faire cette transition ? Bon, déjà, là, on peut considérer qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience des politiques publiques. Donc il faut agir dans ce secteur-là. Au niveau européen, au niveau national, avec des stratégies qui sont mises en place depuis une dizaine d'années. À l'échelle nationale, c'est notamment la stratégie nationale bas carbone, avec un objectif très ambitieux de neutralité carbone à l'horizon 2050. On reviendra après sur où on en est de cet objectif-là. Donc il y a eu 3 stratégies nationales bas carbone. Elle a été revue 3 fois, notamment la dernière fois, pour s'adapter aux objectifs européens, donc du Fit for 55, objectif de réduire de 55% les émissions carbone d'ici 2030. Donc ça voulait dire qu'il fallait un peu accélérer notre trajectoire dans les premières années. Si on regarde les politiques européennes, qu'est-ce qu'il y a dans le Fit for 55 sur les transports? On n'a quasiment que des politiques qui visent à modifier les choses dans le secteur technologique. Notamment dans l'énergie, on a les biocarburants pour les avions, les biocarburants pour le maritime, la fin des véhicules thermiques pour 2035, par exemple. Bon, fin des véhicules thermiques pour 2035, qui commence déjà à rencontrer énormément de réserves, avec une clause de revoyure qui devait être pour 2026, qui a été avancée. Là, il y a un mois, c'était annoncé que ça allait être revu. J'ai plus la date, mais bon, avant 2026, donc très vite, pour essayer d'avoir plus de flexibilité, notamment sous la pression de l'Allemagne et de lobby du transport routier. Donc des leviers quasiment 100% technologiques, et finalement ça se retrouve quand on voit les visuels qui sont utilisés dans ces politiques-là. Finalement on a beaucoup de choses qui renvoient à l'énergie, à l'électrification des modes de déplacement, et pas beaucoup de choses qui renvoient à des alternatives modales ou à des moyens de mieux urbaniser ou de participer à la démobilité. Si je reviens sur la stratégie nationale bas carbone, c'est une stratégie qui est quand même très détaillée, puisque on sait sur quel levier on prévoit de faire les efforts pour 2050. Dans la stratégie qui est prévue, on mise sur plutôt une augmentation de la demande, donc une augmentation des kilomètres parcourus de plus 25% d'ici 2050. Le report modal, on pense améliorer les choses, mais que de 8% par rapport aux émissions actuelles. Le remplissage des véhicules, l'objectif c'est de l'améliorer de 11%. Et donc les principaux leviers qui sont activés, c'est l'efficacité énergétique, 68%, et l'intensité carbone qu'on espère baisser de 97%. Donc il y a vraiment toutes les énergies et les investissements qui sont mis sur ces leviers technologiques. On voit que le symbole, c'est vraiment la voiture électrique, c'est le symbole de cette stratégie nationale bas carbone. Aurélien Bigot montre bien dans ses travaux que le moins 97% pour l'intensité carbone, ça va
au-delà de toutes les projections, même les plus optimistes, qui ont pu être publiées dans la sphère scientifique. Donc des choses qui paraissent peu crédibles. Bon. Heureusement, comme la demande n'augmente pas aussi vite que prévu, ça laisse un peu quand même de marge de manœuvre. Pour finir sur le grand 2, on peut se poser la question de l'efficacité de ces mesures. Donc la première stratégie nationale bas carbone, c'était 2015. Donc on commence à avoir du recul. Et donc il y a un organisme indépendant, le Haut Conseil pour le climat, qui est chargé de veiller au respect des objectifs qu'on s'est fixés et qui publie des rapports annuels sur la question. Bon, les titres des rapports sont toujours assez éclairants sur la situation dans laquelle on se trouve. Vous voyez, dans celui de 2025, donc paru il y a quelques mois, on est sur relancer l'action climatique face à l'aggravation des impacts et à l'affaiblissement du pilotage. Donc des perspectives qui ne sont pas très réjouissantes. Et donc dans ce rapport, on mesure pour tous les secteurs, hein, pas que les transports, voilà, où on en est des différents objectifs. Bon, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. En rouge, c'est la trajectoire qu'on doit suivre pour être dans les objectifs. En bleu, c'est les émissions réelles. Bon, il y a eu le Covid qui a fortement fait baisser les émissions. On est dans le secteur des transports uniquement ici. On voit que depuis, on est reparti à la hausse, mais qu'on a quand même une trajectoire de baisse, mais qui n'est pas aussi forte que celle qu'il faudra avoir pour respecter ces engagements-là. Si on prend un peu le détail des différents éléments sur lesquels on a réussi à obtenir ces baisses, c'est notamment grâce à l'électrification des véhicules qui progressent pas aussi vite qu'il le faudrait par rapport à la trajectoire, mais qui progressent quand même de façon importante. Pour la part modale d'utilisation de la voiture à l'échelle nationale, en fait on est sur une stagnation, on est à 81%. L'objectif c'était d'être aujourd'hui à 78%, donc on n'y est pas. Et bon, celui qui est le plus inquiétant, c'est sur la consommation des véhicules neufs, des véhicules thermiques neufs, puisque l'objectif c'était de baisser. En 2018, on était à 5,9 litres au 100 en moyenne pour les véhicules thermiques neufs. Aujourd'hui, on est à 6,4. Donc ça augmente et l'objectif c'était d'être à 5,3. Donc là, on prend vraiment une trajectoire inverse qui est particulièrement problématique. Heureusement, comme la demande évolue de façon beaucoup plus faible que ce qui était prévu, ça permet d'avoir quand même une trajectoire globalement à la baisse. Et donc je voulais finir cette présentation en mettant un peu en perspective ce qui se passait au niveau de la métropole toulousaine, donc en s'intéressant vraiment à ce qu'on observe en termes d'évolution des pratiques de mobilité. Donc une perspective, c'est un angle sous lequel on regarde les événements. Et donc on va essayer de le faire avec trois perspectives. Une première perspective qui est une perspective méthodologique. Donc est-ce qu'on utilise les bons outils pour regarder les évolutions des déplacements et leur impact carbone dans le secteur des transports et des mobilités. Une deuxième perspective qui est une perspective historique, tout simplement, par rapport au dernier temps de passage qu'on avait en termes d'observation des pratiques de mobilité, où on en est aujourd'hui à Toulouse, et une perspective plus géographique, où on va distinguer ce qui se passe dans le centre et la périphérie, et on va essayer de mettre en rapport ce qu'on a à Toulouse avec ce qu'on a dans d'autres métropoles comparables, même si on va voir que la question de la comparabilité est vraiment très très difficile dans ce domaine-là. Je vais quand même essayer de le faire. Bon, premier élément, des éléments un peu méthodologiques qui vont être relatifs au périmètre d'observation. Bon, je vais utiliser deux principales sources de données pour cette partie-là. Puis c'est les données qui nous permettent de comparer ces choses-là dans le temps et dans l'espace. C'est les chiffres de l'enquête ménage déplacement, donc on appelle maintenant l'EMC2, donc qui est réalisé à peu près tous les 10 ans, donc c'est 2013-2023 pour Toulouse Métropole. Et les chiffres de l'INSEE, mais qui concernent que les déplacements domicile-travail, donc qui sont très limités, mais qu'on a à l'échelle aussi de beaucoup de périmètres. Bon, première question, par exemple sur les chiffres de l'INSEE, quel périmètre on retient pour la comparaison? Qu'est-ce qui est pertinent? Il y a des périmètres politiques, pour comparer les choses, la commune, l'intercommunalité, donc Toulouse Métropole, ou le périmètre
de l'autorité organisatrice des mobilités, TICO. Bon, là, quand on veut faire des comparaisons avec d'autres métropoles, c'est relativement peu pertinent parce qu'on peut avoir des découpages politiques très différents. La commune de Toulouse est très étendue, par exemple. Donc si on la compare avec la commune de Lyon, on va avoir des niveaux de densité vraiment très différents. Et de mon point de vue, en fait, on ne peut pas comme ça comparer les parts modales de ces deux espaces-là qui sont des espaces avec une intensité urbaine qui, globalement, n'est pas la même. À côté de ces périmètres politiques, on a des périmètres fonctionnels, donc qui sont définis de manière statistique, souvent par l'INSEE. Donc le pôle urbain, qui va être principalement basé sur des critères de densité d'emploi, de densité d'habitants au mètre carré et de continuité du bâti. La question des bassins de vie, qu'a retenu notamment l'enquête ménage-déplacement, qui ne colle pas tout à fait, mais qui en termes quand même d'échelle géographique correspond à peu près à l'aire d'attraction. Moi, je vais utiliser notamment l'aire d'attraction. L'aire d'attraction, elle est définie par le nombre de personnes qui se rendent dans un pôle urbain. Il faut que ce soit au moins 15% des individus qui se rendent quotidiennement dans le pôle urbain pour que la commune soit mise dans le pôle d'attraction. Donc 15%, c'est quand même pas énorme. Et c'est ce qui explique qu'on aille aussi loin, puisque on voit que c'est pas exactement le même périmètre, mais c'est comparable. En gros, on déborde, quand on regarde Toulouse, on déborde sur les marges du Gers, de l'Ariège, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Donc il y a ces questions-là qui sont potentiellement problématiques. L'autre question, ça va être de regarder donc, les parts modales. C'est le principal indicateur qu'on prend pour comparer. On regarde comment se répartissent les déplacements parcourus dans les différentes villes ou à différentes échelles de temps. Et donc, si je prends les chiffres de l'INSEE pour Toulouse Métropole, on est sur le domicile-travail, on voit que c'est à peu près 60% des déplacements pour aller travailler qui sont réalisés en voiture. Donc, le problème de l'INSEE, c'est qu'on n'est que sur le domicile-travail, ce qui ne donne pas une vision quand même très exhaustive. Et si on prend les chiffres dans le périmètre de l'enquête ménage-déplacement de 2023, bon, c'est très différent, parce que d'un côté, on est sur un périmètre politique, de l'autre, sur un périmètre fonctionnel beaucoup plus large. Et donc, on est sur aussi des déplacements qui ne touchent pas qu'au travail, mais qui ne prennent pas en compte, il me semble, parce que c'est en option, les déplacements, par exemple, le week-end, et qui ne prennent pas en compte les déplacements de personnes qui seraient de passage dans l'agglomération, c'est les déplacements des habitants. Donc ça fait quand même tout plein de petites limites méthodologiques. Donc quand on regarde ces chiffres-là, on est à 55% pour la voiture, 12% pour les transports collectifs, 4% pour le vélo, 26% pour la marche. Donc comme ça, dans l'absolu, difficile de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. D'où le besoin de mettre en perspective. Donc le dernier problème méthodologique, c'est l'unité avec laquelle on va mesurer donc, ces parts modales. Donc c'est très bien expliqué, je veux dire c'est totalement transparent dans les rapports qui sont produits sur l'enquête ménage-déplacement. C'est qu'on va regarder un déplacement, c'est un changement de motif. Ça veut dire que dans une journée lambda, par exemple, si on fait 2 déplacements en voiture de 30 km, 2 déplacements à pied de 500 mètres, sachant que le déplacement, oui, le motif, c'est-à-dire c'est la raison du déplacement qui nous intéresse pour définir un déplacement. Est-ce qu'on se déplace pour aller travailler, pour aller voir des amis, pour un motif santé, etc. Donc il peut y avoir plusieurs modes combinés. Et en fait, ça relativise énormément les distances. Donc dans une journée, vous faites 2 déplacements en voiture de 30 km. Après, sur votre lieu de travail, par exemple, vous allez manger à 500 mètres de votre lieu de travail, vous y allez à pied. Votre part modale de la journée, c'est 50% en voiture, 50% à pied. Alors que vous avez parcouru 60 km en voiture et 1 km à pied. Donc c'est un effet qui déforme énormément. En fait, nous, on s'intéresse ici aux transitions écologiques, à l'impact carbone. Donc ce qui compte, c'est les kilomètres qu'on va parcourir et c'est les émissions. Donc les parts modales, ça permet quand même d'avoir une bonne mesure du changement dans les modes de vie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais ce n'est pas le bon outil pour mesurer la question de l'impact carbone et des transitions en mobilité. Pour ça, il faut plutôt regarder les distances parcourues. Ben, c'est bien, dans l'enquête ménage-déplacement, on l'a aussi, mais c'est souvent moins mis en avant
au moment de la médiatisation, parce que souvent c'est beaucoup plus favorable à la voiture. Hein, c'est la même enquête hein, que vous avez en haut et en bas, mais quand on regarde les distances parcourues par mode, ben, la voiture c'est 74% des kilomètres parcourus, donc quand on est dans le périmètre de Toulouse. Et forcément, la marche à pied qui est à 26%, ben oui, dans la proximité on fait beaucoup de déplacements courts, mais on fait rarement plusieurs kilomètres à pied, mais on passe de 26% à 4%. Donc c'était un premier élément méthodologique, et maintenant on va mettre en... Je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour finir, mais on va finir avec une mise en perspective historique et géographique. Donc ces chiffres-là, 2023-2022, ben, est-ce qu'on est sur un progrès par rapport aux chiffres d'il y a 10 ans et à quel point? Bon, je voulais vous remettre ce petit graphique que j'aime bien, qui a été proposé par Grégoire Tortosa, qui a fait sa thèse sur la transition écomobile en Norvège, un contexte très spécifique, et qui dessinait comme ça une trajectoire de transition qu'on pourrait retrouver dans potentiellement un peu toutes les villes européennes. Ça s'inspire de la transition démographique, quelque chose qu'on a observé un peu partout dans le monde, où vous avez en fait, bon, ici en abscisse, c'est une échelle de temps, et en ordonnée, c'est les parts modales et leurs évolutions. Donc dans une trajectoire de transition classique, on part, on va dire, du début du XXe siècle, au moment où on développe la voiture se développe lentement, au milieu du XXe, elle se développe énormément jusqu'à atteindre un summum d'utilisation, et dans une trajectoire de transition, elle est censée décliner à la faveur de modes alternatifs, avec la part du vélo qui remonterait, la part des transports en commun qui augmenterait, etc. Dans ces trajectoires de transition, Grégoire Tortosa, alors c'est plus une intuition qu'il a là que quelque chose de complètement démontré scientifiquement, c'est une proposition de lecture. Il nous dit que les villes d'Europe du Nord, elles sont plus avancées généralement quand on regarde les parts modales dans cette transition. Europe du Nord, il met Suède, Danemark, Finlande. La dorsale européenne est très proche, plutôt Pays-Bas, Allemagne et Suisse, et l'Europe atlantique, dans laquelle il met la France, le Royaume-Uni, et la Norvège, ce qui peut être surprenant, serait juste en phase de pré-transition. Bon, il a soutenu sa thèse peut-être 2020 aussi, donc ces chiffres, c'est plus 2015. On peut peut-être se dire qu'on est un peu plus avancé aujourd'hui. Donc il y aura un processus historique comme ça, avec une exception espagnole sur laquelle je ne reviens pas. Donc où se situe potentiellement Toulouse sur ce graphique? Si on regarde les parts modales à travers l'enquête ménage-déplacement, ce qui est très intéressant avec la méthodologie des enquêtes ménage-déplacement, c'est que c'est une méthodologie qui a peu évolué, et donc on a des éléments de comparaison depuis les années 78. Le problème, c'est que le périmètre, c'est juste Toulouse et sa première couronne. Bon, première couronne qui est quand même pas si restreinte que ça, hein. Il y a Colomiers dedans, on le devine, c'est pas que la commune adjacente, ça va un peu plus loin. Bon, si on regarde la courbe que ça dessine pour la part de la voiture, ben oui, de 78-89, on est encore dans des parts modales qui augmentent, mais depuis ces années-là, on est plutôt sur une décroissance qui a tendance à augmenter, donc on s'inscrirait bien dans cette trajectoire-là. On pourrait même se dire, ben finalement, on est quasiment au niveau de la dorsale européenne et de l'Europe du Nord. Si on regarde, donc ça c'était pour les déplacements. Si on regarde pour les distances, donc en rouge c'est la part de la voiture, donc on est à 71%, c'est ce que je vous ai montré avant. Si on regarde en 2013, où on était à 73%. Donc on voit que le gain c'est seulement 2% en termes de part de kilomètres parcourus. Donc quand on regarde les déplacements, il y a un effet, on est à moins 9 points en 10 ans, on se dit les progrès sont énormes. Quand on regarde les distances, c'est déjà un peu plus à relativiser, puisqu'on n'a que moins 2 points donc, sur cette période-là, mais avec un périmètre qui est élargi aussi, hein, donc il ne faut pas comparer directement les deux, puisque périmètre 2013, donc on a une autre couronne qui est mobilisée. Ce qui serait vraiment intéressant d'avoir, c'est notamment un chercheur américain assez reconnu dans ce domaine-là, qui s'appelle Robert Cervero, c'est l'évolution des kilomètres en voiture parcourus par habitant. Donc c'est un chiffre qui n'y a pas directement là, dans le rapport de synthèse, mais qu'on peut refaire rapidement. Enfin, pas rapidement. Enfin, moi, comme je n'avais pas le tableau de base, j'ai eu des difficultés pour le refaire. D'ailleurs, je m'étais trompé, donc c'est que des approximations que je vous donne. Sur l'ensemble des kilomètres parcourus
sur le périmètre 2013, donc Toulouse Centre, première, deuxième couronne, on est quand même sur une légère baisse des distances parcourues. Et comme on est sur un secteur quand même qui a gagné pas mal d'habitants, plus 11% en termes de croissance démographique, les kilomètres en voiture parcourus par habitant sur ce périmètre sont quand même à la baisse. On est dans de l'ordre de moins 10, moins 20% de baisse. Donc ça reste quand même quelque chose de positif quand on regarde ces premières couronnes. Donc on va aller un peu plus loin sur la mise en perspective géographique, en regardant les différences entre le centre et la périphérie. Donc tout en bas, je sais qu'il y a beaucoup de graphiques dans ma présentation, mais sur ces questions de transition, je ne sais pas trop comment le faire autrement. Donc le dernier, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'était le périmètre 2013. Si on décline entre la commune de Toulouse, la première couronne, la deuxième couronne, sur l'évolution des distances en voiture, on voit qu'il y a eu des progrès, surtout sur la première couronne, 58 à 54%. Première couronne, seconde couronne, peu ou pas de progrès. En fait, en seconde couronne, les distances, la part des distances parcourues en voiture n'ont pas évolué. Donc, en fait, un effet, dans cette transition des mobilités, à l'échelle métropolitaine, il y a un effet vitrine un peu du centre-ville, où quand on regarde le centre-ville ou la commune-centre, on se dit que les choses changent et changent très vite, le vélo prend de la place, etc. Mais si on raisonne à une autre échelle, à l'échelle vraiment des territoires qui sont influencés par la métropole toulousaine, eh ben on se rend compte qu'en fait on a des transitions à deux vitesses, voire des transitions qui sont des stagnations plutôt dans la périphérie. C'est d'autant plus problématique que c'est dans la périphérie qu'on parcourt le plus de kilomètres. Donc c'est là qu'il faudrait agir en priorité. Donc ici, ce n'est pas les kilomètres parcourus qu'en voiture, même si forcément ils ont une part très importante dans cela, c'est tous les kilomètres parcourus. Donc si on veut être efficace dans la transition aujourd'hui des mobilités, là où il faut agir, c'est dans ces couronnes où il y a peu d'alternatives à la voiture et où on parcourt beaucoup de kilomètres en voiture. Ça pose beaucoup de difficultés, puisque dès qu'on est dans la deuxième couronne, généralement on sort du périmètre de Tisséo, par exemple. Donc voilà, comment piloter en fait cette transition-là, ça pose beaucoup de questions que je n'intègre pas ici dans ma présentation, mais dont on pourra discuter éventuellement après. Et donc, dernière perspective géographique, c'est juste un point de limite que j'ai oublié d'évoquer avant. Même si les kilomètres parcourus en voiture ont tendance à baisser, encore une fois, le périmètre, c'était que les déplacements des habitants. Donc ça ne veut pas dire que le trafic sur le périphérique, sur les différentes voies structurantes de l'agglomération baisse. Parce qu'il faut rajouter les trafics pour les livraisons, les trafics de transit, etc. Donc on est toujours dans des situations assez problématiques de congestion. Donc je voulais quand même le dire. Donc dernière perspective géographique, si on compare un peu en prenant les chiffres de l'INSEE, si j'ai vu que j'ai déjà un peu dépassé, mais on est sur, je crois, l'avant-dernière slide. Donc on peut regarder par exemple le taux de motorisation, l'évolution du taux de motorisation dans différentes aires d'attraction. Donc le chiffre que vous avez entre parenthèses, c'est la population de l'aire d'attraction. Donc à Toulouse, on est 1 500 000 à être concernés par cette aire d'attraction. Et les aires d'attraction que j'ai retenues, je les ai classées de la moins dense, Rennes, à peu près 200 habitants par kilomètre carré, à la plus dense, Lille, où on est à peu près à 900. Et à Toulouse, je crois qu'on était à peu près à 230. On est plus du côté de Rennes. Bon, déjà on voit qu'il y a deux catégories, Marseille, Lyon, Lille, en termes de taux de motorisation, on est beaucoup plus bas que les autres métropoles, donc il y a un effet de taille un peu, avec aussi des effets sociaux qui sont à ne pas sous-estimer. Mais dans la catégorie où se situe Toulouse, on voit qu'il y a quand même une baisse de la motorisation qui est pas très forte, mais qui est quand même à noter, alors qu'à Bordeaux, par exemple, ça a tendance à augmenter, à Rennes aussi. Donc des indicateurs plutôt positifs, même si par rapport aux enjeux de la transition, il faudrait aller beaucoup plus vite. L'autre chose que j'ai regardé, c'est l'évolution des parts modales. Donc là, on est sur les déplacements et pas les distances. Donc toujours le même échantillon d'agglomération, pas de comparaison temporelle cette fois. Là, on voit que la part modale de la voiture dans l'aire d'attraction de Toulouse, en fait, c'est la plus forte de l'échantillon de villes qui sont observées, même si tout se tient dans un mouchoir de poche et est assez proche.
Bon, c'est vrai qu'il y a, dans la motorisation, il y a un biais social, hein, je pense, qui peut être assez fort. La non-motorisation, il y a une faible partie de la population qui peut la choisir, qui peut le faire par conviction, parce qu'il habite dans des endroits où il y a des solutions. Pour une autre partie de la population, on la subit et on ne rêve que d'en sortir. Donc ça peut faire aussi des trajectoires très différentes selon les compositions sociales de ces aires d'attraction et de ces métropoles. Ce qui était intéressant sur mon dernier graphique, c'est de voir à quel point en fait, les résultats sont proches et l'effet de densité est totalement annulé. À Lille, on a une densité qui est 3 à 4 fois plus forte. Pour autant, le taux des déplacements en voiture est quasiment le même qu'à Toulouse. Donc c'est un peu dommage parce qu'avec plus de densité, on pourrait se dire que potentiellement les déplacements pourraient être plus courts, qu'il y a plus de proximité, etc. Là, on voit que c'est pas vraiment le cas. Allez, dernière slide avant la conclusion. Bon, il y a énormément de limites dans ces comparaisons, vous l'avez compris. Si on prend les enquêtes ménage-déplacement, donc si on prend la dernière enquête qui est en orange et l'avant-dernière qui est en bleu, donc déjà il n'y a pas toutes les métropoles qui sont couvertes, il y a des périmètres qui sont à chaque fois très différents, des temporalités qui peuvent être différentes. J'ai pris que les dernières enquêtes post-2020, mais on voit que du coup parfois on part de 2006 pour Reims, parfois on part de 2013 à Toulouse, donc c'est difficilement comparable. Et ici le taux qui est exprimé, c'est l'évolution des parts modales alternatives à la voiture. Donc si ça augmente, c'est bien, en gros. Donc on retrouve 45%, on retrouve le 55% du coup voiture, 45% autre. Ouais, mais Toulouse est plutôt en milieu de peloton, à la fois sur l'évolution des parts, on est en plus 5 points, c'est plutôt bien, 5e position sur 11 à peu près, et sur le chiffre qu'on atteint, 45%, là aussi c'est à peu près 5e position sur 11. Il y a des choses qui peuvent surprendre, enfin moi qui m'ont surpris, comme Nice par exemple qui est à 53%, mais à Nice c'est notamment parce que il y a un périmètre très particulier, une géographie très particulière et la marche notamment qui est très forte. Si on regardait avec les déplacements et les nombres de kilomètres parcourus, je pense qu'on aurait des choses un peu différentes. Et un cas exceptionnel, Lens, où on est allé dans le mauvais sens, mais je pense qu'il y a une question de périmètre aussi qui a évolué et qui explique en partie aussi cette évolution-là. Donc pour conclure et ouvrir les discussions, d'abord pour conclure, je voulais revenir sur le fait que donc derrière l'effet vitrine d'un centre-ville reconquis par les modes doux, qui laisse à penser qu'on pourrait se situer ici dans la transition des mobilités à Toulouse, il ne faut pas oublier que voilà, le processus métropolitain, c'est quelque chose qui a un impact sur des territoires qui peuvent être aussi très éloignés et que si on regarde à l'échelle de l'aire d'attraction, on est plutôt vraiment au tout début, d'où le titre qui était sur voilà, est-ce qu'on est en train d'amorcer cette transition des mobilités. Mais voilà, tout est une question aussi de perspective et c'était un des objets donc, de cette présentation. Et pour ouvrir peut-être des possibles discussions, il y avait deux points que je voulais évoquer. C'est la question de l'acceptabilité des mesures qui visent à réduire l'utilisation de la voiture, qui est un enjeu quand même politique très fort. On va être bientôt en période d'élections municipales, donc il y a beaucoup d'élections qui se jouent aussi sur la place de la voiture et de l'évolution des mobilités, avec une montée des sentiments, on va dire, de résistance à ces injonctions qui sont souvent légitimes, puisqu'elles peuvent être génératrices d'injustice sociale. La mesure un peu qu'il incarnait, c'était les zones à faible émission qui ont été suspendues donc, en mai dernier. Donc voilà, on est typiquement sur une mesure qui pourtant a eu des effets sur la qualité de l'air qui sont intéressants, mais qui en termes de justice sociale étaient problématiques. Ça, c'est un enjeu très clair. Les études qui travaillent sur l'acceptabilité sociale des mesures environnementales nous disent qu'il faut être très attentif à ces éléments-là dans les différentes mesures. Et ils me disent aussi quelque chose que je trouvais intéressant, c'était que généralement les mesures qui touchent sur l'aménagement du territoire étaient mieux acceptées que celles qui touchaient par exemple qui concernaient la fiscalité. Où là, ça génère tout de suite un mécontentement beaucoup plus vif, beaucoup plus fort, alors que par l'aménagement,
on arrive à faire passer plus de choses, à rendre les alternatives plus efficaces que la voiture, etc. Bon, j'avais plein d'autres choses à vous dire là-dessus, mais je voulais finir sur mon tout dernier point. Si on se contente d'essayer de rendre cette transition acceptable, bon, on ne va pas y avoir beaucoup d'enthousiasme pour y aller. Il y a aussi un enjeu de désirabilité de ces transitions à prendre en compte. Si on regarde, quand on demande aux personnes qu'est-ce qui fait que vous utilisez tel ou tel mode de transport, notamment quand on utilise des modes alternatifs à la voiture, le côté conviction écologique, c'est très très minoritaire. Généralement, c'est toujours moins de 5% dans ces enquêtes-là. Donc, ce n'est pas ça qui fait changer le mode de transport et donc le mode de vie qui va avec. Très souvent, ce qui fait changer, c'est parce qu'on se rend compte que c'est plus économique, que c'est plus efficace, que c'est plus agréable, que finalement, on va y trouver un intérêt personnel. On va trouver un intérêt personnel dans ce changement. Et c'est pour ça que rendre désirable cette transition, c'est aussi mettre davantage en avant le fait qu'avoir des espaces de vie qui soient en centre-ville, dans des endroits plus éloignés, avec moins de voitures, c'est aussi avoir des espaces publics de meilleure qualité, un meilleur cadre de vie, un coût individuel et pour la société qui est beaucoup moins important, des enjeux de sécurité pour les pratiquants de la route, mais aussi pour les enfants qui peuvent être déterminants. Aux Pays-Bas, c'est ça un peu qui a déclenché des politiques très fortes de restriction contre les automobiles, de promotion du vélo. C'est dans les années 70, c'est la mort des enfants sur la route qui a créé un mouvement très fort qui a déclenché cette transition-là. Et ça peut aussi être un levier, si elle est bien pensée, pour réduire des inégalités sociales, qui est aussi un enjeu critique. Et pour vous signaler donc une étude qui a été publiée tout récemment, là, en septembre de cette année, par le forum Vie Mobile, et qui justement essaye de penser un système alternatif à la voiture qui soit désirable, en essayant de ne pas seulement penser aux bénéfices environnementaux, mais aussi à d'autres bénéfices, notamment économiques, sociétaux. Et bien, il y a cette étude sur le système alternatif des mobilités, par exemple, avait estimé le coût induit par le système modal de la voiture à 305 milliards d'euros par an, alors que le coût du système alternatif sera à 60 milliards d'euros pour la société. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi économiquement intéressant de s'engager dans cette transition, dans cette période économiquement très compliquée pour le pays. Voilà, je termine là-dessus et si vous avez des questions, des remarques, on peut... Parler fort, merci pour... Je vous entends très bien en tout cas. Dans le premier levier lié à la sobriété, vous avez parlé d'aménagement. Mais en fait, après, vous n'avez pas explicité un peu ce que vous entendez par aménagement. Alors moi, ce que j'entends, j'imagine, ça va être des infrastructures de transport, du genre une troisième ligne de métro, mais aussi des infrastructures routières, une autoroute à 69, une jonction est, voilà, qui peuvent avoir des effets sur la mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'aménagement et est-ce que par rapport à ce type d'aménagement, on peut projeter qu'est-ce que ça va donner en termes sur vos indicateurs? Ouais, donc il y a un peu deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière aménagement, et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut projeter si on fait des nouveaux projets de transport pour l'évolution des mobilités. En fait, sur aménagement, c'était vraiment penser à aménagement du territoire. Donc, c'est pas juste infrastructure, en fait, parce que là, vous me parlez surtout d'infrastructure. Donc, c'était notamment la question des enjeux de cohérence urbanisme-transport. C'est de se dire, bon, normalement, on est censé éviter l'étalement urbain avec la loi zéro artificialisation nette, même si là aussi, il y a eu de la flexibilité qui a été introduite dans la loi récemment. Donc l'enjeu, c'est de dire si on doit urbaniser aujourd'hui, et
Bon, vu l'afflux de population et les problèmes de logement qu'on a à Toulouse, mais aussi dans d'autres parties de la France, potentiellement oui, il y a des besoins d'urbanisation. Il faut le faire dans des endroits où les personnes ne vont pas être dépendantes de la voiture et où on a des alternatives de transport et de mobilité. Donc derrière aménagement, il y a ça. Si on aménage ces territoires-là plutôt que des périphéries éloignées, eh bien, on va arriver à avoir des personnes qui pourront avoir une alternative à la voiture. Bon, c'est des choses qu'on retrouve dans les documents de planification, les schémas de cohérence, les SCOT territoriaux, généralement ont des objectifs de densification autour des infrastructures de transport ou de renouvellement urbain. C'est-à-dire, avant d'étaler en périphérie, il vaut mieux reconstruire sur des périmètres où on avait des friches urbaines pour favoriser donc des déplacements qui seront moins longs, puisque si on urbanise près des infrastructures existantes, c'est une bonne chose. Donc j'avais surtout ça en tête. Si je fais le lien avec la 3e ligne de métro, par exemple, c'est quelque chose qui est en partie pris en compte avec la 3e ligne de métro, puisque ça doit être un support aussi de développement urbain. Le fait de faire passer le tracé au nord vers les Minimes, ça va être un levier aussi pour davantage urbaniser ces zones-là, pas que pour faire de l'habitat. L'enjeu, c'est justement de faire de la mixité de fonctions aussi, pour avoir des déplacements de proximité qui puissent se faire dans ces zones autrement qu'en voiture. Le Grand Paris a cette même logique aussi. Bon, ça pose aussi plein d'enjeux sociaux, etc. Bon, c'est peut-être plus la question. Et sur la question de comment les choses vont évoluer avec les grands projets, les projets à venir, qu'ils soient transport collectif ou routier, il y a des études qui existent sur cette question. C'est les études multimodales qui datent d'il y a 2-3 ans et qui nous disent que même si tous les projets de transport se réalisent dans les temps prévus à Toulouse, la congestion automobile va continuer d'augmenter de façon très importante sur l'ensemble du réseau routier. Donc des perspectives qui ne sont pas très réjouissantes de ce point de vue-là. Après, encore une fois, même si le trafic augmente, mais si la population augmente encore plus que le trafic, ça veut dire que peut-être individuellement, la part de déplacement en voiture baisse quand même. Mais ça reste, on n'est pas sur des trajectoires de rupture en termes de transition. Je ne sais pas si j'ai... Alors, on a une question là. Et qu'on fonctionne. Et est-ce que tous ceux qui veulent poser une question peuvent lever la main, s'il vous plaît? Alors donc la première question portera un petit peu sur, on a évoqué l'acceptation à changer pour les mobilités, ou des incitations au changement, etc. La question que je me pose aussi, c'est quelle est l'acceptation, la résistance au changement de la part des politiques, j'allais dire, dans la conduite de leur mobilité locale, dans la conduite de leur politique et du lien avec les politiques qui sont conduites à l'échelon national. Moi, j'en serais intéressé de voir un peu une sorte de petite histoire comparée aux différentes agglomérations sur la façon dont les changements ont été conduits. Est-ce qu'on a des éléments de réponse, je veux dire, dans les bibliographies? Forcément, la part du politique, elle est déterminante pour amorcer des trajectoires de transition et de changement. J'essaye de réfléchir à des... C'est vrai que beaucoup de travaux sur ces questions-là, c'est un peu des cas d'études, un peu des monographies sur le cas d'une ville et comment les choses ont évolué. Il y a Juliette Mola, elle avait comparé Nantes et Toulouse, par exemple, sur l'évolution de la cohérence urbanisme-transport. Sur les politiques cyclables à Toulouse, il y a Robin Pouchazeski qui avait fait sa thèse dessus. On peut voir un historique sur à quel moment en fait, se prennent des décisions en faveur du développement du vélo et comment. Donc c'est très instructif pour ça. Après, en termes de montée en généralité, sur les éléments déclencheurs, on a évoqué les Pays-Bas.
il y a des prises de conscience, il y a beaucoup d'endroits où c'est aussi des mobilisations populaires de la société civile qui ont enclenché des mouvements de transition importants. Moi, je réponds dans plein de directions différentes, mais ça me fait aussi penser à le modèle qu'on prend souvent en termes de transition des mobilités, c'est la Suisse, où les parts modales des transports en commun sont très forts, etc. Il y a tout qui part en partie d'un référendum, d'une votation qui a lieu dans les années 80. On demande au peuple, donc, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on taxe davantage le transport routier pour financer des infrastructures ferroviaires notamment? Mais la réponse est oui, et à partir de là, il y a une légitimité politique qui est très forte pour investir massivement dans les alternatives, notamment ferroviaires. Ça me fait penser un peu à ça, votre question. Je vais donner la parole à quelqu'un en formation et j'ai l'impression que des hommes qui veulent poser des questions. Donc, je remarque que je vous donne la parole et ensuite on donnera la parole à deux femmes qui sont à la table. Bonjour, merci pour votre exposé. Je voulais savoir ce que vous pensez de la gratuité des transports en commun. Est-ce que c'est un moyen d'augmenter, d'améliorer le rapport modal? Ouais, ça c'est une très bonne question, très controversée. Oui, bon, il y a un peu deux écoles. Le risque de la gratuité, c'est de ne plus pouvoir financer derrière de nouveaux progrès dans les transports collectifs. C'est principalement ça, parce que parfois dans ce qu'on entend les détracteurs, c'est se dire une fois que c'est gratuit, les personnes prennent moins soin du matériel, etc. Bon, ça, il y a pas mal d'études qui ont démontré que c'était pas le cas. Bon, le gros enjeu, c'est sur la trajectoire de pouvoir continuer à investir dans le domaine des mobilités. Et c'est vrai qu'avec les cas, quand même, il y a eu Dunkerque notamment, qui a un peu changé le paradigme en montrant qu'avec la gratuité, on arrivait quand même à donner un nouvel élan au transport public, avec la difficulté qu'ils ont mis en place la gratuité en même temps qu'ils ont mis en place une nouvelle offre performante de transport public. Donc on ne peut pas vraiment voir l'effet que de la gratuité. Mais néanmoins, ça tendait à montrer qu'on pouvait faire les deux en même temps. Après, il faut trouver l'argent ailleurs, j'ai envie de dire. Il y a aussi des études parfois qui comparent, par exemple, des villes équivalentes qui ont mis en place la gratuité, qui ne l'ont pas mis en place. Je sais plus, entre Niort et... Je ne sais plus si c'était Niort et Laval, enfin deux villes un peu comme ça équivalentes, des villes moyennes, parce que ça s'est souvent fait dans des villes moyennes, et qui montraient que finalement, Niort, je crois que c'est là qu'il y avait la gratuité, il y a la gratuité, mais le système de transport il est moins performant qu'à Laval en termes de fréquence, en termes d'amplitude horaire, et que peut-être que ça peut brider aussi les investissements dans les transports. Donc, ma position, c'est que je suis plutôt défavorable à la gratuité, même si il peut y avoir des bénéfices, etc. Je pense que si on raisonne sur le long terme et sur le fait qu'on a besoin d'avoir des modes lourds pour structurer un peu les mobilités dans les agglomérations, pour les financer, faire participer les usagers, ça reste, à mon avis, un levier de financement dont on ne peut pas se passer. Même si dans les mobilités urbaines, le gros du financement, c'est plutôt les entreprises via le versement mobilité. Alors, après, c'est très complexe, encore une fois, les échelles qu'on regarde, etc. Ça marche. Donc, c'est plutôt des remarques par rapport à votre présentation. J'ai beaucoup de choses. Ce que je note en premier, c'est que si on se pose la question est-ce que ça marche si on réduit le nombre de véhicules, votre courbe sur l'expérience Covid le montre vraiment qu'il y a une chute phénoménale qui est beaucoup plus forte que même ce graphe théorique. Donc on sait très bien que ça marche. Il n'y a pas besoin de se poser la question de... Voilà. Et puis aussi, c'est vrai qu'il faut que l'aménagement territorial aille dans le même sens, parce que si on dit qu'en périphérie, à Toulouse, les gens prennent plus de voitures, il ne faut pas les culpabiliser, ils ont quand même moins de transport. S'il y a plus de transport, ils utiliseraient la voiture. Donc il y a aussi, chronologiquement, il faut faire les choses dans le bon sens pour que ça devienne désirable, parce que justement, la ZFE,
ça a été fait dans le mauvais sens. On a interdit avant de proposer autre chose, donc c'était très, très difficile. Et je reviendrai sur la gratuité là, de la question qui est là. Je pense qu'il faut dépasser la gratuité de l'usage des routes, des voies de circulation, des voies de parking partout où la voiture est. Jusqu'à maintenant, on a toujours fait tout pour la voiture gratuitement. On devrait le passer, cette gratuité, au transport en commun et faire payer les routes, les parkings, etc. Peut-être que ce serait une solution. On prend 2 questions, peut-être. Faut que j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, tant pis. Bonjour, merci pour l'intervention. Et puis, juste je me présente, je suis maître de conférence à Lille en géographie. Et on est en voyage ici avec les étudiants de master chez nous. Okay. Et donc, j'avais une question sur le CERM et peut-être sur la question du ferroviaire et des écoles ferroviaires et de ce qui se passe à Toulouse par rapport à ça. Et est-ce que c'est en partie une politique d'aménagement du territoire qui pourrait engager une forme de transition des habitudes dans les premières couronnes ou deuxième couronne de la métropole? C'est ma première question. Et la seconde, c'est autour de l'expérimentation de ce qu'on appelle les autoroutes bas carbone. Je ne sais pas si vous connaissez. Et est-ce que c'est des choses qui sont dans l'air du temps aussi à Toulouse ou pas? On avait vu ça à Tours, par exemple. Alors, pour les autoroutes bas carbone, je l'ai déjà croisé, mais je n'ai absolument pas creusé la question, donc je peux vraiment pas répondre. Mais bon, comme ça c'est vrai que ça fait un peu comme l'avion vert, un peu, enfin, ça paraît un peu contradictoire. Et donc sur le CERM, et après je répondrai aussi sur les remarques avant si j'arrive à m'en souvenir. Sinon, le CERM, c'est le Service Express Métropolitain. Donc en gros, c'est l'acronyme qu'on utilise pour parler des RER métropolitains, qui doit permettre donc d'améliorer les dessertes ferroviaires dans les périphéries métropolitaines, mais aussi de mettre en place des solutions de car express et de davantage mailler les périphéries autour justement de ces gares qui doivent constituer la structure en gros de la chaîne modale. Bah oui, on peut, très clairement quand on se dit, on a dit sur la deuxième couronne, on n'est plus sur le périmètre de Tisséo. C'est le cas dans beaucoup d'autres agglomérations en France. Pour autant, les personnes qui y habitent vont beaucoup travailler ou se rendre dans la commune centre. Donc les CERM, c'est un moyen justement de trouver une gouvernance pour ces espaces un peu intermédiaires qui sont en fait de la responsabilité de la région, des régions, donc qui gèrent toutes les mobilités en dehors des périmètres urbains, mais qui ont aussi à voir avec les autorités urbaines. Donc en effet, je pense que développer des RER métropolitains, mais en fait c'est juste augmenter, des RER métropolitains, moi je mets juste augmenter le nombre de trains, leur fiabilité, leur amplitude, c'est surtout ça. Au quotidien, je fais des trajets depuis la deuxième couronne en train. Parfois, quand ça marche bien, je me dis j'ai déjà un petit RER métropolitain. Même s'il me manque quelques trains en heure creuse, même s'il me manque un train pour rentrer le soir, tard, mais on n'est pas si loin que ça. Mais c'est quand même des investissements pour améliorer les choses parce qu'on a la limite un peu d'exploitation souvent de ces lignes-là avec des problèmes d'infrastructure qui se posent. En tout cas, je pense que ça serait une première marche très importante pour donner des solutions, en effet, pour les personnes qui habitent plus loin donc, de ces métropoles. C'était les deux questions, il me semble. Après, dans les remarques d'avant, il y avait plein de choses, et en plus, ça m'avait fait plein d'idées. Si, j'avais les enjeux sociaux, mais je ne sais plus exactement comment. C'est pareil, oui, se poser la question de l'ordre un peu des choses à faire. Bon, tout petit bémol sur la ZFE, bon, qui a été quand même globalement mal ficelée.
mais qui quand même se disait que quelque part il y avait une alternative parce que les gens pouvaient accéder à des parkings relais pour ensuite accéder à des transports en commun pour se rendre dans le reste de la ville. Il y a quand même cette idée-là derrière, même si on sait que le fait d'avoir une correspondance, c'est souvent très mal vécu, considéré comme pénible, on surestime les temps de trajet qu'on a des correspondantes, ça rajoute de l'incertitude au trajet. Donc c'est quelque chose qui a aussi été peu accepté. Mais en lien aussi avec les politiques de stationnement, parce que je crois que vous l'avez évoqué, qui sont aussi très importantes. Là aussi, c'est si on met ça en place, il faut potentiellement avoir du stationnement gratuit pour accéder au transport en commun et avoir du stationnement payant là où on peut accéder à ces espaces autrement. On sait que les politiques de stationnement, c'est un levier majeur pour faire du changement. Dans l'enquête ménage-déplacement, d'ailleurs, on le voit, les personnes qui ont des difficultés à se stationner sur leur lieu de travail, en moyenne, ils utilisent à 25% la voiture. Alors quand ils n'ont pas de difficultés, je sais plus, on est à 60 ou 70%. Bon, il peut y avoir des biais sur le fait que peut-être que ceux qui ont des difficultés sont plus dans les espaces centraux où le foncier est cher, etc. Mais partout dans le monde, il y a beaucoup d'études qui nous montrent que la question du stationnement, rajouter de l'incertitude et du prix dans le stationnement, c'est un levier très important. Et pour l'ordre des choses, oui, il y a un an, avant de contraindre, il faut proposer des alternatives. Avant de proposer des alternatives, il faut avoir des tissus urbains aussi, ou des polarités suffisamment importantes pour que la desserte en transport en commun ait un sens, souvent. Et donc, c'est un peu l'ordre dans lequel il faut raisonner, quoi. Mais d'ailleurs, on avait un étudiant en stage à la région Wallonie cet été. La stratégie de la région pour faire cette transition, c'est vraiment les 3 étapes. C'est polariser, offrir des alternatives, contraindre les automobilistes. Et donc, quand il y a les alternatives et la polarité, c'est là qu'on contraint, mais dans les autres territoires, non. D'abord, il faut faire ces autres étapes. Le biais de représentation là, dans les questions, c'est vrai que sur la question peut-être des mobilités, des transports peut-être plus, dans les effectifs du Master Transmob, généralement on est à 75% d'hommes, 25% de femmes. Donc, on peut espérer qu'il y ait des progrès dans les prochaines années, mais c'est une question comme ça qui est un peu déséquilibrée au niveau du genre. J'ai une question sur, justement, vous avez parlé un peu d'intermodalité, des correspondances qui rendent les trajets, si c'est un transport en commun, du coup moins attractif et moins, que la population va moins être apte à se dire notamment ça va être plus désirable de faire ce genre de trajet. Est-ce que, on sait qu'en France, la mobilité, la responsabilité de mobilité, elle est répartie entre la région, la métropole, c'est tout il y a beaucoup d'acteurs. Mais est-ce que c'est pertinent justement de faire un peu comme aux Pays-Bas, ce qu'on peut voir avec les trains et les vélos, les gros services, en fait c'est le même acteur. Et est-ce que c'est pertinent avec l'outil du CERN, de regrouper justement ces acteurs-là? Tous ces acteurs-là se mettent ensemble. Évidemment, je pense que c'est en effet une solution, mais à Toulouse, en effet, la SNCF, la métropole, tous ces acteurs-là ont un peu du mal à se mettre ensemble, j'ai l'impression. Donc, est-ce que ça peut être dans le type du CERN une solution de mettre tous les acteurs ensemble et de vraiment faire un réseau de transport, tout intégré ensemble, donc le TER, le REV, le réseau express vélo, les transports en commun, le TCO, tout ça, est-ce que c'est pertinent à l'échelle de Toulouse? Oui, je réponds tout de suite ou ouais. Oui, la question de la gouvernance, forcément, c'est un enjeu clé. Et il y a 2 choses. Peut-être que déjà, il y a ces acteurs-là dialoguent tous les jours, et le CERM, Toulouse a posé sa candidature pour le CERM, a obtenu la labellisation. Donc il y a des discussions autour du CERM, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Les acteurs sont d'accord pour pas mal de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles c'est plus difficile, et notamment la question du financement. C'est la part du financement de chacun qui est problématique dans la métropole toulousaine, alors qu'à Bordeaux, à Strasbourg, ils ont pu avancer sur la question des RER métropolitains, notamment parce qu'il y avait un partage des financements qui était beaucoup plus important que ce qui se dessinerait à l'échelle de Toulouse, avec aussi les départements, par exemple, qui sont impliqués, mais c'est aussi le cas dans le CERM toulousain.
Et voilà, l'enjeu aussi, c'est pour que les acteurs se mettent ensemble, il faut qu'il y ait une impulsion. Et l'impulsion, elle doit venir aussi de l'État. Alors, les RER métropolitains, quelque part, oui, c'est venu comme ça, du jour au lendemain d'une déclaration d'Emmanuel Macron. C'était au mois de novembre, il y a quelques années, il faut les mettre en place. Mais derrière c'est voilà, avec quels moyens aussi, quels moyens met l'État, puisqu'on est sur des enjeux aussi nationaux pour accompagner, pour investir dans ces CERN. Et globalement, l'État ne met pas grand-chose aujourd'hui. Et sûrement que les prochains arbitrages vont dire qu'il met encore moins que ce qui était prévu. Avec des CERN qui sont quand même... Je crois qu'il y a 24... Non, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est peut-être 20 projets labellisés à l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que la somme, elle n'est pas énorme comme l'État, et puis en plus, elle est divisée par 20 projets. Donc voilà. Mais oui, l'entente entre les différents acteurs, c'est déterminant. Allez, puisqu'on est apparemment entre personnes convaincues, je suis ici. Je vais apporter un peu la parole de l'avocat Bial. J'ai pas entendu deux. De l'avocat Bial. Ouais, ok, oui, allez-y. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, que ce soit âgées ou des parents, qui subissent les contraintes des vélos qui vont vite, qui doublent les piétons très rapidement, très proches. Donc il y a beaucoup de conflits violents cyclistes. Et moi, je fais partie d'un collectif qui dit que parfois les vélos devraient tout simplement circuler ailleurs. Je pense par exemple au bord des canaux, je pense par exemple au bord des villes. Et là, justement, je voudrais parler du point que vous avez adressé tout à l'heure sur les freins, sur la désirabilité, sur les frictions qu'il peut y avoir, sur les conflits d'usage. Et en fait, le but de mon collectif, c'est pas de taper sur les vélos, c'est en fait d'avoir des propositions si radicales en faveur du vélo qu'on va pouvoir inciter les cyclistes rapides à rouler ailleurs que sur les endroits qui doivent être paisibles, que sont les bords de canaux et les digues. Et donc en faisant ça, avec ce discours-là, on peut parler à une catégorie de la population qui est agacée des cyclistes et qui donc constitue un frein à la transition. Oui, c'est aussi une belle question d'actualité. Il y a plein, là aussi, la réponse, forcément, elle est pas simple. Bon, déjà, dans des espaces d'hypercentre, est-ce qu'il faut vraiment des cyclistes rapides? Est-ce que dépasser les 20 km/h dans des espaces très denses, c'est vraiment raisonnable pour les déplacements cyclistes? Voilà, moi, j'en suis pas sûr. Par contre, quand on fait le réseau express vélo, qu'on va dans la périphérie, en effet, quand on a des infrastructures dédiées, là oui, on peut mettre de la vitesse. Bon, parmi les choses que ça m'évoque, c'est aussi se dire il faut des infrastructures pour les cyclistes rapides, ça pose des problèmes. Aussi, on peut vouloir faire du vélo en étant lent, avec sa famille, en étant pour des personnes âgées, donc des infrastructures partagées, c'est aussi pour ce public-là, en tout cas, c'est vraiment rassurant. Il y a une thèse qui a été soutenue tout récemment à Montpellier, je crois que c'était Poisson, l'auteur, son nom de famille, où il mesurait l'attractivité des infrastructures cyclables. En fait, il partait du degré du potentiel de détour que les gens sont faits pour accéder à une infrastructure cyclable intéressante, selon la qualité de cette infrastructure. Et il montrait que celles qui étaient les plus attractives, c'est celles qui étaient le plus isolées du trafic routier, et donc potentiellement des espaces de canaux ou des choses comme ça qui avaient le plus de potentiel d'attirer les gens. Et notamment d'attirer des personnes qui ne sont pas celles qui utilisent le plus souvent le vélo, des personnes jeunes, un peu plus souvent des hommes, etc. Donc voilà, c'est vrai, une question pas simple, mais un conflit en tout cas qu'il faut régler. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, ces problématiques entre les piétons et les cyclistes. Je pense dans les espaces d'hypercentre, il faut que les vélos aussi ralentissent. C'est des schémas qu'on retrouve très souvent de la pyramide en disant au centre, c'est les usagers piétons, les cyclistes s'adaptent aux piétons, les voitures s'adaptent aux cyclistes et aux piétons. Dans ces espaces-là, en tout cas, c'est souhaitable. Après, quand on s'éloigne, que la vitesse devient importante, là, des infrastructures pertinentes dédiées au vélo, ça peut être important. Je ne sais pas si je réponds exactement. On va prendre une question ici. Là, dans notre alternance, une question
par une femme, l'éducation par un homme, vous l'avez compris, on est complètement à la masse. Donc, encore une fois, s'il y a des femmes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Oui, merci, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez un peu réduit le CERN à sa plus simple expression qui est un RER. En fait, pour moi, le CERN, où il y a le mot R régional dedans, il est beaucoup plus que ça. Il est un formidable outil d'aménagement du territoire, en plus d'un formidable outil d'aménagement des déplacements. Il y a bien entendu le ferroviaire, il y a bien entendu les cars, il y a aussi les bus, il y a aussi les modes actifs, il y a aussi le covoiturage, qui permettent justement de pouvoir aménager un territoire. Comment vous allez aménager le territoire quand quelqu'un part de chez lui en vélo pour aller à la gare puis sur son lieu de travail? Donc pour moi, le CERN, c'est un outil qui comprend tous les modes de déplacement et pas simplement le ferroviaire et les cars express. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est actuellement on sait que de plus en plus de jeunes familles partent vers la troisième couronne. Comment, à l'heure actuelle, comme vous l'avez montré sur vos dernières diapositives, on croit être ici, mais en fait on est là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est encore plus en arrière du fait que ces gens n'ont pas de mode de déplacement autre que la voiture, puisque le CERN n'est pas prêt vraiment d'arriver? Bon, pour le CERN, oui, enfin, on est d'accord. Alors, j'ai utilisé l'acronyme RER, mais j'ai aussi dit que le RER, ça doit être la structure du reste des mobilités. C'est vrai que dans le sous-entendu, ça structure les autres mobilités en rabattement autour des gares, donc les modes actifs, etc. Et c'est vrai que ça peut aussi être un outil d'aménagement, en disant s'il y a des endroits où il faut encourager le développement urbain, autant que ce soit dans des villes ou autour des gares du CERN, en tout cas c'est important. Pour l'installation des personnes, des familles en troisième couronne, il y a là aussi un peu deux choses. C'est vrai que le désir d'habitat, ça reste le pavillonnaire, la maison avec le jardin, et forcément il y a cet effet de relégation aux franges de la métropole, quand on va accéder à ça quand on est jeune, quand potentiellement on n'a pas des revenus très importants. Et parmi les enjeux, c'est réduire l'urbanisation. Enfin, voilà, la ZAN, ça fait partie des enjeux, quoi. Réduire l'urbanisation dans ces espaces-là, ce qui n'est pas simple, parce qu'on régule au niveau des SCOT, mais du coup, à la périphérie des SCOT, il y a des effets de bord. Juste derrière, il y a potentiellement beaucoup moins de contraintes. Mais ça passe par de la planification pour moi, et donc se dire même dans les territoires de troisième couronne, là où il faut potentiellement créer de l'offre de logement, y compris pour la famille, ça ne veut pas dire qu'il faut tous habiter dans des immeubles de 5 étages et dans des appartements, mais on peut faire aussi la maison individuelle compacte, de la maison individuelle mitoyenne, dans des espaces éloignés, mais dans des endroits où on va avoir du car express ou du TER. C'est un peu la seule solution que je vois. D'autres questions encore? Alors moi, ma question c'était pour vous, quelle est la... C'est bon. C'est bon. Oui, alors pour vous... Vous n'êtes pas obligé de prendre le micro sinon. Alors, pour vous, quelle est la ville modèle dans le monde de la transition des mobilités? Est-ce qu'il y a une ville dont Toulouse peut s'en inspirer? Oui, après, en fait, quand on est dans... Oui et non, parce que si on est dans un modèle de transition, le contexte, le moment où s'est enclenché la transition, c'est quand même déterminant. Donc, ce qui a pu être fait dans une ville dans les années 80, mais de toute façon, ce ne sera pas réplicable à Toulouse aujourd'hui. Donc, potentiellement, on ne connaît pas encore la ville qui pourrait être le modèle de Toulouse aujourd'hui. Je fais un peu une réponse comme ça. Non, c'est un peu trop simpliste de se dire il y a des villes où oui, la voiture est très faible, ça marche très bien. Quand on est sur souvent des modèles d'aménagement, des géographies urbaines aussi très différentes. C'est vrai qu'une des problématiques de Toulouse, c'est que déjà on est quand même sur une plaine où on pouvait s'étaler dans toutes les directions, que le gros du développement urbain, il s'est fait dans une période où la voiture est reine
et où on rencontre un peu ces formes d'étalement. Donc c'est difficile de comparer, de dire ah ben là, voilà, Lyon c'est les meilleurs en transport en commun, donc il faudrait faire comme Lyon. Bah ouais, mais c'est quand même très différent. On a dit oui, les Suisses ils sont très forts, mais oui, mais ça fait depuis les années 80 qu'ils ont des politiques très fortes de financement de la mobilité. Donc voilà, finalement, je dirais que j'ai pas de modèle comme ça pour Toulouse. Je vais pas le dire. Vous avez commencé votre propos avec une définition de transition. Oui, très c'est basique. un état en gros. Avec une progressivité. Pardon? Qui implique une progressivité, quoi. C'est pas du jour au lendemain. Pas on-off. Donc une dynamique. Alors, on a parlé de dynamique et puis de contraintes, etc., de perspective, mais on ne voit pas tellement d'état A, état B, sauf les états du passé. Et encore, on voit la difficulté 2013-2023 de comparer à ISO périmètre, à ISO critères, etc. Est-ce que pour la transition, on n'a pas besoin justement de vision d'état futur, de trajectoire, enfin, après, qu'on change ou qu'on ne change pas, mais pas simplement la dynamique, ou etc. Si, d'un point de vue national, régional et en finale au niveau métropole, voire quartier, etc. Quelque chose qui est plus visible en perspective, en désir commun, construire un désir commun autour de l'évolution et de la transition vraiment. Oui, enfin, quelque part, vous parlez de ce par quoi j'ai commencé, mais ce par quoi j'ai fini, c'était la désirabilité un peu de cette transition. Donc, c'est aussi créer des imaginaires justement de mode de vie sans voiture. Alors oui, c'est plus de contraintes temporelles et tout ça, mais c'est aussi des bénéfices qui peuvent compenser ces contraintes-là. Donc il y a des imaginaires à créer. Bon, parmi les théories dont on entend beaucoup parler en urbanisme, il y a la ville du quart d'heure, ça peut faire partie un peu de ces imaginaires-là dans le côté urbain, par exemple. Après, vous dites qu'il n'y a pas vraiment d'état A. J'ai envie de dire l'état A, c'est le moment qui est quand même plutôt derrière nous, où la voiture avait la place la plus importante dans les mobilités, où avait l'impact le plus fort sur l'environnement. Et c'est comme un pic, on parle du pic oil pour le moment où on va baisser les consommations d'hydrocarbures, c'est le pic d'utilisation de la voiture. On peut se dire qu'il est quand même derrière nous en France, donc quand on prend les chiffres nationaux, la baisse elle est légère, mais il y a quand même une petite baisse. Donc, après sur les, oui, il y a des sur la question des trajectoires, mais on a une trajectoire, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'imaginaire à part l'imaginaire du tout électrique en fait, et de se dire on va pouvoir garder nos modes de vie. Donc on continue à avoir des voitures qu'on utilise comme celles qu'on a aujourd'hui, en faisant des pleins électriques les plus rapides possibles, même si en fait c'est très mauvais pour la batterie, pour la durée de vie et pour la consommation énergétique. C'est ça qui est problématique, parce que sinon on a la trajectoire, la SNCB, on a la trajectoire précise, et les points de passage où il faut être dans chaque catégorie jusqu'à 2050. Mais ouais, l'imaginaire qu'il y a derrière, je pense que c'est pas le bon imaginaire peut-être pour atteindre ces objectifs-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. Une question, allez-y, je vous demande de parler fort. Il n'y a pas de problème, bonjour, bonsoir. Charles Guillou, donc moi je suis membre du conseil d'administration de Ordeco. Je ne sais pas si les Toulousains connaissent bien l'organisme Ordeco. Vous-même, est-ce que vous connaissez l'Ordeco? Ordeco, non, enfin comme ça, non, ça ne... Ah, il y a un organisme qui s'appelle auparavant Ordinip, et maintenant Ordeco, ça veut dire Organisme régional des déchets et de l'économie circulaire en Occitanie. Donc c'est quand même une association très importante qui s'occupe de tout ce qui est déchets. Ça va des déchets ménagers aux déchets industriels, bâtiments, etc. etc.
Donc, je suis très content de prendre la parole et de présenter un peu cette association qui a 30 ans quand même. Hein. Voilà. Moi, je vous remercie pour votre présentation, très précise et tout. Quelques questions. Quand vous parlez de métropole, est-ce que vous mettez aussi le SICOVAL dans cette définition? Parce qu'ici à Toulouse, il y a Toulouse Métropole et SICOVAL, et en plus, il y a la CAM qui est la Muret. Ces acronymes-là, ça va. Je dis ces acronymes-là, ça va, SICOVAL, quand même, tout ça, c'est bon. Vous les avez bien intégrés dans votre étude et votre présentation? En tout cas, comme j'ai beaucoup parlé de l'aire d'attraction, oui, ils sont très largement dedans. Après, c'est vrai que quand je dis métropole un peu comme ça, moi ce que j'ai en tête, c'est plus, c'est pas l'entité politique, c'est en géographe, et donc oui, c'est dedans. Il y a plein de photos du SICOVAL dans ce que j'ai mis. De l'hydrogène, vous n'avez pas beaucoup parlé, qui peut remplacer le pétrole. Vous n'avez pas parlé aussi du prix du pétrole demain. Le prix du pétrole va vraiment augmenter dans quelques années, ça s'en est sûr. Aussi, il va augmenter. Et maintenant, la comparaison de la pollution automobile par rapport aux autres pollutions générées aussi bien par l'industrie que par la combustion du bois. Il y a plein de combustions autres. Et je voudrais que vous me précisiez aussi, quand vous entendez particules fines. Particules fines, de quel ordre? Parce que vous savez qu'il y a les microparticules, les nanoparticules, qui sont encore beaucoup plus dangereuses que les particules fines. Bon, j'aurais plein d'autres questions, mais j'arrête. Je ne sais pas si vous étiez là au début du coup, de la présentation. Pour les autres secteurs, ils sont là. Pour les particules fines, donc il y a les PM10, les PM2,5 et les 1.0. Donc j'avais dit que c'était plus ou moins fin selon, en fait, le chiffre, c'est le diamètre. Donc quelque part, PM10 c'est particules fines et PM 1.0, eh ben, elles sont plus fines, 10 fois plus fines que les PM10. Après, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans l'explication, il y en a sans doute des encore plus petites, mais on voit en tout cas que c'est différencié. Le problème des filtres à particules, c'est que ça filtre les grosses particules, mais pas les ultra fines. Sur le prix du pétrole, dans les années 2000, on disait ça aussi, et puis finalement, il y a eu plein de retournements de conjoncture. On arrive à trouver de nouvelles façons d'exploiter cette ressource-là, avec des coûts environnementaux qui sont catastrophiques. Mais voilà. Mais oui, oui, c'est. Mais bon, en attendant, on espère que le prix va augmenter. Finalement, ce serait un des leviers les plus efficaces aussi, que le prix de l'essence et du pétrole augmente. Mais ça ne se produira pas. Ça ne se produira pas. C'est ce que j'entends ici. Alors, du coup, pardon, mais comme vous dites tout le temps, le pétrole ne pourra pas augmenter d'après ce que j'entends ici, parce que si vous augmentez le prix du pétrole, ceux qui l'achètent et qui en ont besoin pour faire fonctionner l'économie ne seront alors plus solvables. Ils ne pourront pas faire face à un prix du pétrole élevé. C'est pas comme je prends les sacs à main avec la vente de la mais ce n'est pas un principe classique. Oui, non, mais. Ce que je vous propose, c'est que les débats sur le prix du pétrole, vous les ramenez entre vous après la conférence. Peut-être que Bruno peut finir de répondre aux questions et ensuite on va mettre fin à nos échanges si ça va à tout le monde. Et pas du coup, vraiment, la première réponse, c'est pas de dire que ça va augmenter. C'est de dire. J'ai dit que si on s'était placé dans les années 2000, on disait ça, c'est sûr, il va y avoir le peak oil à la fin des années 2000, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et donc c'est pas du tout sûr que c'est ça qui va se passer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ma réponse. Après oui, bien sûr que Jean Covici, sur ces questions énergétiques, il a développé pas mal de choses qui sont aussi pertinentes. Et sur l'hydrogène, pareil, il faut aller voir ce que dit Jean Covici. Non, mais l'hydrogène, ça dépend beaucoup de comment il est produit. Il y a quand même pas mal de secteurs où on a misé pas mal d'espoir dans l'hydrogène. Et il y a quand même pas mal de déceptions. Là, sur l'aérien, quand même, on commence à beaucoup réduire les questions des investissements sur la recherche dans ce domaine-là.
Même sur les trains à hydrogène, on se dit que finalement, les trains à batterie électrique seront peut-être plus performants et plus intéressants. Bon, j'ai un collègue qui travaille vraiment dessus, et donc c'est plus à travers des discussions avec lui. Enfin, voilà, l'avenir de l'hydrogène, c'est pas forcément formidable, même si dans le temps long, on aurait tendance normalement à aller vers l'hydrogène parce qu'on est passé du carbone au pétrole, etc. Enfin, bon. Mais bon, moi je vois pas beaucoup d'avenir immédiat là sur l'hydrogène. Enfin, la transition ne pourra pas reposer que là-dessus pour moi. La région sud-est beaucoup d'argent oui, oui. sur l'hydrogène. Et oui, oui. Mais... Ce sont nos impôts. Hein. Oui, oui. Oui, je pense. Enfin, après, je suis pas ingénieur en énergie, donc ça reste limité mes réponses. Merci beaucoup pour la présentation. On va s'arrêter là pour la conférence ce soir. Merci d'être venu. Et puis rendez-vous le 26 novembre pour une conférence sur comment la démocratie peut prendre soin des populations avec Fabien Brugère. Oui, je peux me Bonne soirée.